Tant après sa mort, Bruce Lee est toujours considéré comme le meilleur artiste martial ayant jamais existé, et sa légende n'a jamais été écornée ni remise en question. Car n'importe qui a bien pu voir les incroyables prouesses physiques du célèbre combattant ne pourrait que tomber dans l'admiration et le respect. Bon nombre de ses anciens adversaires lui vouent un profond respect jusqu'à nos jours. N'était le tragique incident médical qui mit brutalement un terme à son existence, il serait certainement resté le meilleur combattant au monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir la légende de Bruce Lee et tenter de comprendre pourquoi il était si extraordinaire. On commence. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 dans le quartier de Chinatown à San Francisco aux États-Unis. Il est très intéressant de noter, pour le clin d'œil, que l'année de sa naissance correspond à l'année du dragon dans le calendrier chinois. Celui que l'on surnommera plus tard le Petit Dragon sera nommé Lee Junfan par ses parents. Cependant, pour des raisons obscures, une infirmière ayant aidé à le mettre au monde lui a affublé le prénom de Bruce qu'il gardera à jamais. Bruce Lee grandit à Hong Kong où son père Lee Hoi-Chuen, un célèbre comédien et vedette de l'opéra de Canton, l'initie au cinéma, ce qui lui permet d'apparaître dans plusieurs films asiatiques durant son enfance. C'est à l'âge de 13 ans, vers 1953, après avoir été initié au Tai Chi Chuan, que Bruce Lee commence à étudier un des plus puissants des arts martiaux chinois, le Wing Chun, à l'école du célèbre maître Yip Man, auprès de Wong Chun Leung. Bruce Lee va ainsi apprendre les techniques les plus secrètes directement de la part du grand maître Yip Man en personne, qui le prend volontiers sous son aile. Par peur de l'influence des gangs qui se formaient un peu partout à Hong Kong dans les années 50 et des nombreuses bagarres de rue auxquelles il participait, la mère de Bruce a choisi de l'envoyer aux États-Unis à ses 19 ans. En entrant à l'Edison Technical School de Seattle, il a vu poursuivre sa passion pour les arts martiaux en donnant des cours particuliers de kung-fu, puis en fondant sa propre école. C'est là aussi qu'il rencontre sa future femme, Linda Emery, une jeune étudiante et qui sera une de ses premières élèves. Dans son école toute fraîche, Bruce Lee enseigne à tous ceux qui veulent apprendre son style de kung-fu qu'il appelle Junfang Kung Fu et qui est basé essentiellement sur le Wing Chun. Mais cet enseignement est vu d'un très mauvais œil par les autres écoles d'arts martiaux, dont les grands maîtres, très conservateurs et chauvins, jugent que le kung-fu ne doit être enseigné qu'à des Chinois. C'est pour cette raison que Bruce Lee a dû relever un défi. Combattre le maître Wong Jackman, et si jamais il perdait, il devrait tout simplement fermer son école. Bruce Lee remportera finalement le duel. Toutefois, le maître Wong Jackman se plaignit qu'en l'absence d'arbitrage, Bruce se serait battu de manière non sportive et proposa cette fois un combat public et avec arbitre. Bruce Lee ne donna pas suite, mais le combat qu'il avait mené l'avait visiblement éprouvé par sa difficulté. Cela l'amena à réfléchir sur un art martial plus efficace dont la philosophie était de tirer le meilleur de tous les arts martiaux et de laisser derrière tout ce qu'il considérait comme inutile. Il créera alors le Jeet Kune Do, que l'on peut traduire littéralement par la voie du poing qui intercepte, et qui utilise des techniques et des mouvements extérieurs au kung-fu. Le Jeet Kune Do visait à être plus pratique, plus fluide et plus rapide que le kung-fu traditionnel, mais surtout plus adapté au combat réel, en intégrant des techniques tant de la boxe anglaise, judo et jujitsu, que de l'escrime ou du muay thai. Le Jeet Kune Do est donc pour ainsi dire l'ancêtre de la MMA et se révèle tellement efficace et polyvalent sur le terrain qu'il sera intégré aux méthodes de combat rapprochées enseignées aux forces spéciales américaines. Avant tout, Bruce Lee voyait dans le Jeet Kune Do un concept martial et non pas un sport ni un art martial traditionnel, et dont la ligne de mire est de pouvoir intercepter les mouvements de l'adversaire avant qu'il ne vous touche. D'où le nom choisi par Bruce pour sa nouvelle méthode de combat, la voie du poing qui intercepte, et qui réunira bon nombre d'adeptes très célèbres par la suite. Car ayant réalisé son rêve de fonder une école d'arts martiaux, Bruce Lee va tenter de renouer avec une des passions de son enfance, le cinéma. Il va essayer de reprendre une carrière cinématographique qu'il avait entamée en Chine. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux et à son charisme naturel, il se fait remarquer en faisant une petite démonstration de kung-fu durant le tournoi international de karaté de Long Beach en 1964. Sa performance ayant été filmée, la vidéo atterrit bien vite chez une grosse pointure d'Hollywood, le producteur William Dozier. Celui-ci, fort impressionné par Bruce, lui offre alors le rôle du charismatique Kato dans la série culte Le Frelon Vert. Mais avant de continuer l'histoire passionnante du génial Bruce Lee, il est temps d'aiguiser nos méninges en tentant de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Dans le film Le Jeu de la Mort, Bruce Lee porte une combinaison qui deviendra par la suite emblématique. À votre avis, de quelle couleur est-elle ? Est-ce option A, violette, option B, rouge, option C, jaune ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. On reprend. Bruce Lee vient donc de décrocher le rôle du charismatique Kato dans la série culte Le Frelon Vert. Mais contrairement à son immense succès en Asie, la production de cette série s'arrête au bout d'une seule saison aux États-Unis. Cependant, elle aura eu le mérite de faire connaître Bruce Lee et des stars comme Steve McQueen, James Coburn,
L'énorme et très célèbre star des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, ou encore le controversé Roman Polanski deviennent ses élèves. Maintenant qu'il s'était accaparé l'attention des médias, le monde entier découvrait une légende, celle du petit dragon passé maître dans l'art du kung-fu et qui était probablement l'homme le plus fort du monde. Les témoins devant lesquels Bruce accomplissait ses exploits restaient médusés devant tant de puissance qui semblait émaner de son petit corps. En effet, il ne pesait que 60 kilos, mais il pouvait facilement envoyer un sac de 140 kilos au plafond d'un simple coup de pied. Devant tant de force, certains se sont même demandé s'il était vraiment si improbable que la maîtrise du kung-fu affichée par Bruce Lee lui ait permis d'acquérir des capacités supranormales, comme les célèbres héros d'arts martiaux du folklore chinois. Le désormais célèbre One Inch Punch, ou coup de poing à 1 pouce de Bruce Lee, est un autre exemple de son stupéfiant pouvoir explosif. Tenant son poing à juste 1 pouce, soit à quelques 2,5 cm de la poitrine de son adversaire, Bruce pouvait développer assez de puissance dans son poing pour envoyer son adversaire à plusieurs mètres. Bruce avait aussi un coup de poing imparable. Il était tellement rapide qu'on ne pouvait absolument pas esquiver ou intercepter, et certains de ses coups étaient si vifs qu'on pouvait à peine voir le mouvement. Bruce Lee utilisera plus tard cette technique dans un combat contre Bob Wall dans Opération Dragon, démontrant une vitesse qui n'a jamais été vue auparavant dans les films. Dans de nombreuses manifestations aussi, des experts en arts martiaux ont été incapables de bloquer son coup de poing. Même le fameux Vic Moore, ceinture noire 10e dan de karaté et considéré comme un des plus grands maîtres vivants, n'a pas pu bloquer le mitraillage de coups que lui a asséné Bruce Lee lors d'une démonstration devant public. Bruce Lee avait ainsi acquis, aux yeux du monde, un statut d'invincibilité, malgré sa taille peu exceptionnelle d'1,70 m et son poids plume de 60 kg. Ceci contribua largement à accroître la légende liée à ses prétendus pouvoirs quasi surnaturels. Mais en vérité, Bruce Lee n'a jamais caché l'origine de sa force incroyable et de sa rapidité surhumaine. Bien au contraire, il l'a même enseigné. Son secret de polichinelle résidait dans son entraînement quotidien auquel il s'astreignait sans relâche et qui était de loin l'un des plus durs, mais aussi des plus efficaces jamais accomplis par l'homme. Pour accélérer ses réflexes, Bruce lâchait ses graineries, puis les rattrapait au vol avec ses baguettes. Non seulement il pouvait effectuer des pompes sur un doigt et des tractions à un bras, mais son sac de boxe pesait plus de 140 kg, alors qu'un sac normal pèse en moyenne 30 kg, car il était rempli de billes de métal. Il était également fréquent pour lui de détruire l'équipement d'entraînement en raison de sa puissance, donc il lui fallait un équipement spécial fabriqué à partir de pièces de voiture. Grâce à sa force incroyable et tous les exploits qu'il a accomplis, sa carrière cinématographique reprend son envol en 1971 avec le film Big Boss, et l'année suivante avec La Fureur du Dragon, qui deviennent rapidement des films cultes. En 1972, dans Le Jeu de la Mort, Bruce Lee interprète un champion d'arts martiaux qui doit affronter dans une pagode toute une série d'adversaires, avec un style différent à chaque étage, le dernier étant réservé au Jeet Kune Do, pratiqué dans le film par son élève le basketteur Kareem Abdul-Jabbar. Bruce Lee interrompt le tournage pour se consacrer à la superproduction hollywoodienne de la Warner Bros., le film Opération Dragon, réalisé par Robert Clouse, qui fera de Lee une star internationale. Mais hélas, il ne verra jamais ce succès car Bruce Lee meurt à 32 ans, le 20 juillet 1973 à Hong Kong, dans le studio de sa maîtresse, l'actrice taïwanaise Betty Teng-pei, située à 1 rue de la maison de l'acteur. L'acteur a pris un cachet d'Ecagesic, une sorte de mélange d'aspirine et de méprobamat contre le mal de tête auquel il était très sensible. Après l'autopsie, la cause officielle de sa mort est un œdème cérébral consécutif à une réaction allergique à un analgésique, un cas rare d'hypersensibilité à l'Ecagesic. À 32 ans seulement, s'éteint alors une étoile qui a illuminé la scène des arts martiaux et du cinéma d'action et qui a ouvert la voie à de nombreux acteurs asiatiques, comme Jackie Chan, Jet Li, ou occidentaux comme Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, David Carradine ainsi que Chuck Norris. Bruce Lee était au sommet de la célébrité et de sa force, et s'il n'était pas décédé si jeune, il était vraiment impossible de dire quelle hauteur il aurait pu atteindre en tant que pratiquant d'arts martiaux, mais aussi en tant qu'acteur. Sa philosophie ainsi que ses incroyables prouesses physiques ont été une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, influençant de nombreux pratiquants d'arts martiaux et forgeant le caractère de bon nombre de héros. Étant donné son statut légendaire et le caractère quasi sacralisé que lui confèrent encore bon nombre de ses fans à travers le monde, plusieurs rumeurs continuent de circuler autour de la cause réelle de la mort de Bruce Lee. D'aucuns évoquent un assassinat commandité par les triades chinoises qui n'en pouvaient plus de voir Bruce enseigner des techniques considérées comme secrètes et farouchement gardées à qui voulait bien les apprendre. D'ailleurs, plusieurs menaces lui furent signifiées et lorsque Hollywood l'accrocha en signant son premier contrat, les traditionalistes y virent une ultime trahison inacceptable qui devait être punie par la peine de mort. Les triades chinoises seront aussi incriminées plusieurs années plus tard dans la mort de Brandon Lee, le seul fils de Bruce, et qui avait hérité des talents incroyables de son père. En effet, le 31 mars 1993, sur le plateau du film The Crow, la vedette principale, Brandon Lee, est en train de prouver qu'il n'est pas seulement le fils du génial Bruce Lee, mais qu'il est également un grand acteur à venir.
Nous sommes à la dernière scène, celle où le héros du film se fait abattre par le méchant de service, interprété par l'acteur Michael Massey. Naturellement, tout est truqué à l'avance, et en théorie, Brandon Lee ne risque rien. Mais là, tout dérape. Car la scène terminée, Brandon Lee est mortellement atteint par un résidu d'une vraie balle restée coincée dans le canon de l'arme et qui aurait dû être nettoyé. Les conclusions de l'enquête décrivent une mort accidentelle et le dossier est classé. Mais certaines voix s'élèvent depuis près de 30 ans pour clamer la possibilité d'une vengeance de la mafia chinoise, car Brandon Lee aurait voulu enquêter sur la mort de son illustre père. Alors, succession de malchance dans la famille Lee ou vengeance d'une mafia secrète et dangereuse? Des dizaines d'années plus tard, le doute reste présent dans le cœur des admirateurs les plus tenaces. Mais une chose est sûre, l'héritage qu'aura laissé Bruce Lee dépasse de loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer, et sa légende est restée vivante dans les mémoires, très dure et vivace, comme un véritable petit dragon de jade. Alors, que pensez-vous des puissants pouvoirs que possédait Bruce Lee et de son incroyable destin? Donnez-nous votre réflexion dans les commentaires. Sinon, la combinaison emblématique de Bruce Lee était jaune et sera reprise dans beaucoup d'autres œuvres en tant que clin d'œil à ce film culte. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.